Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Illustration de couverture. Le beau drapeau de la France qui nous apporte la délivrance. In le petit intime numéro 6 du 14 juin 1915, de Alexandra et Henri Pupponi. Archives de l'Institut de France Photo Téclèse. Remerciements. On ne peut pas tout dire dans le titre d'un livre. Parmi les 5 personnages évoqués dans l'ouvrage, 3 d'entre eux sont des enfants. Il y a une adolescente. Le 5e est en réalité un jeune homme de 22 ans, soldat dans l'armée française pendant la guerre franco-prussienne de 1870. On dira simplement de lui qu'il est en effet un enfant de la patrie, selon l'expression qu'emploie en l'occurrence notre hymne national. Remerciements. Les familles respectives de Madeleine et Emmanuel Leroy-Ladurie, et en particulier Dominique Normand, ont apporté leur aide à la mise au point du présent ouvrage. Qu'elles en soient remerciées ainsi que Francine Dominique Liechtenand. Celle-ci a joué un rôle essentiel dans la mise au point des documents qui constituent la partie fondamentale du livre ci-après. On peut dire que c'est en grande partie grâce à Francine Dominique Liechtenand que ce livre a pu être composé, vérifié et publié. Origine des illustrations. Les portraits des auteurs proviennent de la collection de la famille Leroy-Ladurie. Les dessins du chapitre 2, le petit intime, lettres d'Alexandra et Henri Pupponi à leur père, ont été photographiés par Thierry Claise sur le manuscrit original déposé aux archives de l'Institut de France. Le château de Villeray dans son état actuel a été photographié par F.D. Liechtenand. Avant-propos. Le quadruple document ci-après présente un intérêt familial et plus général. Il traite en effet des 3 guerres qui ont causé tant de souffrances aux Européens, sans que la faute en revienne nécessairement aux uns ou aux autres en chaque occasion, Hitler excepté en tant que principal responsable en 1939 et 1941. Chacun de ces cas dans les 3 occurrences guerrières envisagées mériterait une étude particulière qu'il n'est pas possible de présenter ici en détail dans le présent avant-propos. Ces textes sont l'œuvre pour l'essentiel de 5 personnes dont 4 enfants ou adolescents et un jeune homme. Aucun d'entre eux n'est bien sûr écrivain professionnel ni ne le deviendra. Une brève notice biographique précède chaque document dès lors qu'il émane d'une des personnes mises en cause. Il s'agit d'abord, comme on s'en rendra compte, de notes prises pendant la guerre de 1870 à 1871, par un soldat nord-alpin âgé de 22 ans, Alphonse Jean Barrault, devenu ensuite prisonnier de guerre en Prusse orientale. Le document que nous laisse Alphonse Barrault note un épisode tragique. Il s'agit de marches forcées effectuées dans des conditions très difficiles par les camarades de notre auteur. Elles se traduisent dans L' immédiat par de nombreux décès. De telles occurrences, ultérieures à marches forcées, se produiront également lors de la Deuxième Guerre mondiale. En second lieu, on est en présence de lettres d'enfants, Alexandra et Henri Pupponi respectivement âgés de 13 et 11 ans, déjà grandis, sinon physiquement du moins intellectuellement au cours de la Première Guerre mondiale. En troisième lieu, s'agissant de la Deuxième Guerre mondiale, Madeleine Pupponi, mon épouse qui à l'époque envisagée était âgée de 13 ans, est l'auteur d'un texte post-factum, autrement dit d'une réflexion sur la résistance, celle de sa famille et la sienne propre en 1943-1944. Au terme de l'ouvrage, nous présentons le journal de notre sœur et belle-sœur Marie Leroy-Ladurie, plus tard épouse de Roger Fauroux, journal tenu par elle lors du débarquement anglo-américain dans sa Normandie natale pendant l'été 1944. L'unité du livre qu'on va découvrir tient à cette succession des 3 guerres. Par ailleurs, le quatuor des documents est quelque peu hétérogène d'un strict point de vue familial ou même multifamilial. Le premier d'entre eux, répétons-le, se compose de notes diverses dont certaines font figure de journal intime, mais pas toutes. Le deuxième texte se rattache au genre éprouvé de la correspondance et des missives d'ordre privatif. Le troisième correspond à une réflexion sur la résistance française en 1943-1944. Enfin, le quatrième est tout simplement le journal d'une adolescente, quasi quotidien d'une adolescente, au cours du débarquement des Alliés en Normandie, et pendant les mois qui l'ont suivi. L'unité triplement belliqueuse est évidente, mais il s'agit aussi simultanément d'une synthèse d'un autre genre et de type familial.
Les documents en question émanent d'individus originaires de 3 familles extrêmement différentes par leurs origines respectives, tant sociales que familiales et régionales. L'une essentiellement populaire en Dauphiné. La seconde, de classe moyenne à Aix-en-Provence, la troisième, bourgeoise et même châtelaine en Normandie. Il se trouve pourtant que diverses unions conjugales ont uni ces lignages. En effet, le ci-devant soldat dauphinois de 1870 est en première ligne l'auteur d'un texte ou plutôt d'une sorte de journal concernant effectivement sa guerre de 1870 et sa captivité ultérieure en Prusse orientale. Il a noté au passage l'épreuve absolument essentielle des marches forcées. Revenu au pays, il se marie et devient par succession généalogique le grand-père de Suzanne Raffin. Celle-ci épousera en 1927 Henri Pupponi, lequel fut lors de son enfance, en compagnie de sa sœur Alexandra, l'un des auteurs d'un certain nombre de lettres que l'un et l'autre envoyaient à leur père alors soldat dans les tranchées de l'Argonne. Du mariage entre Suzanne Raffin et Henri Pupponi naquit une fille Madeleine Pupponi, plus tard épouse d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Celui-ci à son tour est le frère de Marie Leroy-Ladurie, plus tard épouse de Roger Fourroux. Elle avait 16 ans lors du débarquement des Alliés dans sa Normandie natale et elle a laissé un journal relatif aux opérations militaires et à sa propre vie lors des mensualités cruciales, celles qui vont de juin à septembre 1944 sur le front opérationnel tout proche de sa résidence de Villeray. Ainsi, des liens extrêmement étroits se sont noués entre les 3 familles alpines, méridionales et normandes. Ces liens correspondent de facto à la succession des 3 guerres que l'on sait, soit 1870 à 1871, puis 1914, enfin 1939 et pour l'essentiel 1944, un trio de campagnes militaires, la première étant strictement intra-européenne. Les 2 dernières se rattachant aux conflits mondiaux que l'on sait. On trouvera les indications nécessaires sur ces divers auteurs au commencement respectif de chacun des textes qu'ils ont laissés, en témoignage de leur enfance ou de leur adolescence, selon le cas, le soldat de 1870 étant d'ores et déjà un jeune homme au sens classique du terme. Ces considérations, si brèves soient-elles, concernant divers membres de ma famille proche m'incitent, par-delà ces témoignages existentiels, à réfléchir sur des questions certainement plus vastes concernant l'Allemagne dans ses relations historiques, pacifiques ou plus d'une fois fâcheusement belliqueuses avec notre pays. Tout ceci en fonction des aléas et modifications de ma culture personnelle, qu'elle soit historique ou existentielle. Bizarrement, mes souvenirs historiques sur ces questions débutent. Il y a 2 millénaires environ, au temps des réflexions de Tacite sur la Germanie, dont je pris connaissance lors des années 1940, à l'occasion de mes études, notamment en Cagne. Je découvrais, grâce à Marc Bloch également, que Tacite avait donné une première appréciation sur ce qu'on pouvait déjà appeler l'espèce de féodalisme antique de la Germanie d'autrefois, avec ses paysans serfs ou semi-esclaves selon leur situation sociale. Ultérieurement, lors de ma formation d'historien, je négligeais quelque peu le Moyen-Âge allemand et je m'intéressais sous les auspices de Fernand Braudel à l'empereur Charles Quint, enserrant la France par son double pouvoir en tant que souverain simultanément germanique et ibérique. Le XVIIe siècle ensuite m'intéressait moins. Je pris pourtant conscience du désastre qu'avait subi la nation allemande pendant les guerres de 30 ans, la Germanie perdant ainsi près d'un tiers de sa population du fait de ce conflit redoutable dont le théâtre essentiel se situait effectivement entre Rhin et Danube, entre Alsace et Prusse régionalement parlant. Il se termina avec le traité de Westphalie, 1648. Le XVIIIe siècle outre-Rhin sans aucun doute sera plus séduisant, avec son Aufklärung, époque des Lumières, couronnée sur le tard par Goethe et Schiller. Mais déjà la Prusse, aimée par les intellectuels d'outre-Rhin, laissait entrevoir un profil très attractif pour nos collègues allemands, mais quelque peu redoutable pour les hexagonaux que nous étions, fussent-ils privés momentanément de l'Alsace-Lorraine. Bismarck faisait ainsi figure de Janus Bifront, positif à Berlin certes, mais négatif et dangereux pour notre pays, lui-même humilié par ce politicien génial. En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, je communiais alors de tout cœur au super-patriotisme français lors de mon enfance et jeunesse des années 30, puis je devins plus méfiant avec l'âge. J'admirais nos Biffins, mais je m'attristais simultanément de leur extermination sur le front de 14 à 18, destin qu'ils partageaient avec leurs ennemis des tranchées d'en face. Lors des années 30, j'écoutais déjà à la radio les hurlements d'Adolf Hitler,
cependant que la cuisinière de ma grand-mère brandissait un couteau dans son officine à des fins symboliques d'extermination du Führer. L'occupation allemande des 4 ou 5 millésimes, 1940 à 1944, est inséparable à mon gré, des souvenirs du débarquement allié dans ma Normandie natale que je vécus comme une sorte de western, peu conscient des dangers que courait ma famille. Les années et décennies d'après-guerre ont développé chez moi une admiration sincère pour le peuple allemand, miraculeusement purgé de ses tendances nazies, voire post-bismarckiennes. Elles avaient inquiété mes compatriotes de 1870 à 1944, près de 3/4 de siècle d'angoisse profonde. Celles-ci se sont rapidement dissipées après 1945, ou plus exactement post-1950. L'astéroïde Hitler, tellement destructif en Europe, semble s'être totalement désintégré en tant que tel. Acceptons-en l'augure au sein d'une Europe enfin pacifiée après tant de guerres et de massacres mutuels qui trouvèrent en cette première moitié du XXe siècle leur expression la plus tragique et la plus absolue. Emmanuel Leroy-Ladurie. Le carnet de route d'Alphonse Jean Barrault. La Ferrière, 16 juillet 1870, Königsberg, 8 mars 1871. Note liminaire. Ce document a été légué par Alphonse Jean Barrault à sa fille Rosalie Barrault, épouse Raffin. À la mort de cette dernière, son fils André Raffin, notre oncle, a hérité du texte et nous en a donné une photocopie vers 1990. L'original est en possession de son fils Michel Raffin. Nous avons corrigé ce texte quant au seul nom de lieu, parfois mal orthographié. Il se présente sous la forme d'un mince cahier de 43 pages, écrit à l'encre noire en petites lettres. Il comporte des textes originaux de l'auteur, des poèmes très probablement de lui, et un certain nombre de textes recopiés, communiqués de guerre, articles de journaux et rapports d'officiers supérieurs. Nous avons pris la liberté de changer l'ordre de ces textes par rapport aux manuscrits du journal. Nous les avons rangés en série chronologique au fil des événements. Nous étions initialement confrontés à certains désordres textuels. Cela ne change rien au document, mais pour les lecteurs actuels et futurs qui sont souvent peu informés quant à la guerre de 1870, notre travail de reclassement rend, espérons-le, ces récits plus compréhensibles. L'ouvrage comporte 2 parties. La première concerne la guerre proprement dite, le siège de Metz, le départ de Alphonse Jean Barrault et le voyage vers le lieu de sa captivité. La deuxième est relative à son séjour à Königsberg. Madeleine et Emmanuel Leroy-Ladurie. Éléments biographiques. Alphonse Jean Barrault est né à la Ferrière d'Allevard, département de l'Isère. Le 17 août 1848, une famille de cultivateurs est décédée en 1919. Il avait participé à la guerre franco-prussienne de 1870 à 71. Il avait été fait prisonnier à Metz et interné à Königsberg en Prusse orientale. Après la guerre, il est devenu facteur à Allevard-les-Bains. Il s'est marié vers 1880 avec Marie-Madeleine Chaplat, née le 19 décembre 1858, originaire des Panissières, commune d'Allevard. Les parents de cette jeune fille étaient tisserands. Marie-Madeleine était ouvrière gantière à domicile, dans la ville d'Allevard. Ils ont eu 2 enfants. Une fille Rosalie Pauline née en février 1884, institutrice, laquelle s'est mariée avec Denis Raffin, instituteur, originaire du village de Pinceau proche d'Allevard, et un fils, Marius, né en 1892. Celui-ci fut technicien chimiste, puis fonctionnaire à la perception d'Allevard. Célibataire, soldat de la Première Guerre mondiale, il sera tué en avril 1917. Pendant son séjour comme prisonnier à Königsberg, Alphonse Jean a tenu une sorte de journal fait de notes personnelles, de copies d'articles de presse relatifs à la guerre, et puis des récits et autres textes narratifs recueillis dans son camp de prisonniers. Cet ensemble est important, mais l'une de ses parties les plus originales et tragiques concerne le système prussien, et vraisemblablement allemand voire plus vaste encore des marches forcées. Alphonse Barrault est sur ce point d'une originalité certaine, même si d'autres textes analogues existent à ce propos au sujet de la Seconde Guerre mondiale, années 1941-1944 notamment. On connaît le déroulement de tels épisodes maintes fois mortels. Lors des années d'occupation par exemple, les déportés, les Juifs furent contraints de marcher indéfiniment le long des routes jusqu'à ce que mort s'ensuive pour un certain nombre d'entre eux.
Ce procédé n'est pas seulement le triste privilège de la Seconde Guerre mondiale. A-t-il été employé également lors de la Première Guerre, 1914 à 1918, de façon plus ou moins analogue? Rien ne permet de l'affirmer. En revanche, le texte de Barrault étend notre savoir en ce domaine jusqu'au dernier tiers du XIXe siècle. Il y a là, s'agissant de ces longues marches mortelles, une donnée répétitive qui ne saurait laisser la discipline historique indifférente. C'est en somme son thésaurus collecté in situ pendant cette période difficile. Alphonse Barrault à l'âge de 60 ans. Résumé de sa guerre, siège de Metz et captivité. Cahier d'écriture. 15e bataillon des chasseurs à pied. Barrault Jean-Alphonse, natif à la Ferrière canton d'Allevar, département de l'Isère. Prisonnier de guerre à Königsberg, le 10 février 1871. Chambre 4, baraque 8. L'année 1870, campagne à Metz. Comprenant départ du chef-lieu. Trajet à chemin de fer. Incorporation du bataillon. Marche et combat indiquant chaque lieu et ville. Jusqu'au 29 octobre 1870. Mémoire. Mois, jour. Juillet. 16 reçu la feuille de route. Parti le même jour de la Ferrière à 3 heures du soir. Allevar. Au canton Allevar à 5 heures pris le courrier à minuit pour Grenoble. Arrivé au chef-lieu à 6 heures. 17 entrée à la citadelle à 8 heures du matin. Enregistré au détachement du 15e Dragon à midi. 18 à Paris à 2 heures après minuit. À 8 heures du matin revue et incorporation, chasseur à pied. 19 habillement et équipement. Préparatif 8 jours à Vincennes, promenade en ville. 27 partie de Vincennes à 1 heure après-midi au premier détachement. Pris le train à la gare de Strasbourg. 28 arrivé à Metz à 11 heures du matin, premier campement. Arrivée de l'empereur dans cette ville, le soir au polygone. 29 partie de Metz à 8 heures du matin. Le détachement escorte le trésor de l'armée. Arrivée à Boulay à 4 heures du soir. Troupes de tous les corps, arrivée. Pluie et vent dans la nuit, qui démolissaient les tentes. Paix en campagne. 30 on est parti de Boulay, rejoindre le bataillon à Tromborne. Arrivé à Saint-Avold à 7 heures du soir. 31 campé auprès de cette ville. Inscrit dans la 5e compagnie. Revue en campagne. Appelé et cuisine. Corvée à août. Premier parti dans la nuit, on a marché jusqu'à Merlbar, petit village. Campé à minuit sur une hauteur. 2 au matin, ordre du départ à 7 heures, campé à Rosebrook. Café à la hâte. On se remet en marche, sans campement. Bataille à Sarrebruck, passé à Forbach, arrière-garde. Ce jour-là, on a fait 65 km et sur le soir, retraite au camp à Rosebrook. 3 5e compagnie 15e Dragon de Grande Garde à Rosebrook sur le territoire prussien. Grand report en campagne. 4 ordres de la première retraite. Campé à midi à gauche du village Merlbar sur une hauteur. 5 à 2 heures après-midi, on est parti pour Putelange, grande étape. 50 km dans 8 heures. Arrivé le soir. 6 batailles à Forbach. Le bataillon prend les armes. Dans la nuit du 6 grande retraite. 7 parties de Putelange à 5 heures du matin jusqu'au petit village de la Clairière. Garde à la police. 8 Le corps d'armée est parti de la Clairière le matin en retraite sur Saint-Avold. À une lieue de cette ville, des éclaireurs ennemis firent feu sur la colonne dans le fond d'un ravin vers un moulin sombre. Le même jour de grande garde sur une hauteur, orage, chasse aux lièvres. Village de Bionville. 9 parties de ce petit village à 8 heures, ce jour-là on a fait 60 km jusqu'à Lambourges. On est arrivé à minuit à cette ville, bivouac dans cette ville de tous les corps d'armée. 10 Passage de l'empereur, sa garde, revue d'armes, distribution, proclamation. Départ le lendemain. 11 parties de cette ville au matin dans temps de pluie. On se place en ligne de bataille, en route. 12 à Servigny, on a campé là du 11 au soir, 12 et 13, exercice. Garde à la police, corvée. 14 Grande bataille à Borny. Forte perte pour le bataillon, commencé à 3 heures du soir jusqu'à 9 heures. 15 Dans la nuit du 14,
on fit retraite dans la ville de Metz et on a bivouaqué sur les remparts mûrs de cette ville, et le 15 à midi on est parti. On est passé entre le fort Saint-Quentin et le fort Platteville, grande étape. Campé à minuit au village de Vernéville. 16 grandes batailles à Saint-Privat. Bivouac près du village de 17 campé à Saint-Marchel. Fausse alerte dans la nuit. 18 grandes batailles à Gravelotte. Indécise. Bivouac sur le champ de bataille. 19 retraites sur le fort Saint-Quentin. Campé dans la nuit au-dessous du fort. 20 proclamations de l'empereur. 21 et 22 au même campement sous le fort Platteville. 22 on est parti à 2 heures du soir. On a traversé la ville de Metz à 4 heures, arrivé au Sablon. 23 travail au génie. 24 sur le même lieu. Redoute au Sablon. 25 on est parti à 10 heures du matin. Reconnaissance au village de Grégy. 10 heures de faction. Vent et pluie. 26 on a fait retraite dans la nuit du 25 jusqu'au cimetière de Metz. Campé la nuit dans la boue. 27 changement de camp au village de Queuleux à 2 km de là. Au-dessus du fort. 28 et 29 30 là. 31 grande bataille à Servigny entre le fort Saint-Julien et le fort Queuleux. On a changé de camp, près de la ferme de la Bévoie. Septembre. Premier combat dans les bois de Borny. Ce fut la dernière bataille. À partir de ce jour commence le blocus de Metz, entre les 5 forts de cette ville. Le 15e bataillon fut de grande garde à la ferme de la Bévoie. 4 grandes gardes dans les vignes de Queuleux. 5 et 6 et 7 au même camp. Et dans le château. 10 de grandes gardes au couvent de la basse Bévoie. Canonnade dans la nuit. Patrouille. 11 le bataillon fut relevé de grand garde par le 90e de ligne, et revient derrière Queuleux. À partir du 12 septembre jusqu'au 11 octobre, on est resté dans le même camp. Pendant ce temps, diminution des vivres, viande de cheval, biscuits. Misère. 28 reconnaissance dans le château de Borny. Prise du château. Retraite au camp derrière le cimetière de Metz. Soupe au colza sans sel. 30 combats dans le village de Peltre. Mitrailleuse dans le rayon. Octobre. 2 canonnades du fort Queuleux. Incendie du village de Peltre. 12 le bataillon a repris la grande garde à la ferme de la Bévoie. 23 relevé de grande garde par le 90e de ligne. On est revenu au cimetière de Queuleux. 24 et suivant. Bruit de capitulation. Monter la garde à l'état-major. Misère. 27 grand orage, pluie continuelle. On attendait un changement. Mort des chevaux. Rapport sur la capitulation de Metz le soir même à 10 heures. 28 capitulation. Les 5 corps d'armée prisonniers de guerre à Metz. Deuil. On jette les armes dans les remparts des forts. 29 à 10 heures du matin, sac au dos, dernier appel. Adieu des officiers. On a pris la route de Boulay. Défilé devant l'ennemi à 1 km du fort Saint-Julien. À 2 heures après-midi en route pour Sainte-Barbe. Fin de la campagne. Commencement de la captivité. Captivité. Prisonniers de guerre en Allemagne. Octobre. 30 couchés le soir du 29 au camp de Sainte-Barbe et le 30 distribution des Prussiens. Toute la journée, on est resté dans la boue jusqu'aux genoux et couché au même lieu. 31 à midi, on est parti en marchant dans l'eau qui tombait à verse jusqu'aux étangs, petit village à 15 km de Sainte-Barbe, campé comme les nuits précédentes dans la boue. Novembre. Première on est parti à 9 heures pour Boulay, presque tous avaient mal aux yeux et de la dysenterie. On est arrivé à cette ville à 3 heures du soir. Bons habitants. Pillage des vivres. 2 parties de Boulay pour Tromborne à 24 km. Distribution paille et biscuits. Maladie. 3 on a pris la route de Zarlouis. Arrivé à cette ville à midi. Souper de Prusse. À 3 heures on a pris le chemin de fer dans des wagons découverts. 5 heures de voie ferrée. Descendu du train au village du Folsin. On a couché dans ce village. Moi, j'ai logé chez un aubergiste allemand, cidre, café au lait, fromage. 4 on est parti à 8 heures du matin. Grande étape dans des forêts sans vivres.
Coucher dans un village. 5 marches pénibles dans des pays marécageux sans vivre. 3e logement dans le village de Trévien. 6 pris le chemin de fer à la gare de Trèves pour Königsberg à midi. 7 à midi à Cologne. Dans cette ville, il y a des prisonniers français. Bord du Rhin. 8 on a passé dans la nuit dans la ville de Tannebourg. Riz bœuf sans pain. 9 traversé dans la nuit la ville de Berlin. On a mangé à la gare, potage au pois, jambon. 10 arrivé à Königsberg. Descendu à la gare. Officier prussien. On forme des compagnies. Curiosité des habitants. Honneur militaire des Prussiens. Première prison dans des écuries aux chevaux. 4 hommes à la place d'un cheval et sur le fumier. Pain noir, soupe de pois noirs. Visite du docteur. 12 appels et revues des prisonniers par les officiers prussiens. Code pénal. Discipline. 13 et 14 corvées en ville. Distribution de tabac. Monnaie de Prusse, Thalers, Kruschen-Groschen, Pfennig. Revue du commandant dans l'écurie. Lettres de France. Schnapsbrut. Décembre. 4 nouvelles de la prise d'Orléans. Drapeau dans la ville. Distribution de tabac. 9 changements de prison au camp de Baraque, à 1 km de la ville. Mieux logé. 10 chambres par baraque. Bâtiment en briques. 24 distributions cigares, tabac, 2 paquets. Préparatifs de Noël en Prusse. 25 messes à la chapelle. Noël. Café au lait, riz au lait, lard, saucisse le soir. 26, 27 et 28 corvées à la neige ou en ville. Nettoyage des forts. Janvier. Même occupation. Grand froid. Les factionnaires gèlent dans leur guérite. Sur la fin de ce mois, nouvelle de la capitulation de Paris. Politique, hiver d'espoir pour les uns, désespoir pour les autres. Maladie. Description de la ville de Metz. La ville de Metz, chef-lieu de la Moselle, est à 75 km de la limite prussienne. Elle est assez grande et une belle cathédrale environnée de triples remparts et protégée d'un côté par la Moselle, et de l'autre la Feille, petite rivière. À distance de 2 km se trouvent les forts. Au levant se trouve le fort Queuleux et au couchant le fort Saint-Privat, au midi le fort Saint-Quentin et au nord le fort Saint-Julien, et à droite de la ville le fort Belle-Croix. Entre ces forts se trouvent encore les redoutes montées pendant le siège. Entre le fort Saint-Julien et Queuleux, la redoute Servigny, et du fort Queuleux et Saint-Quentin, la redoute du Sablon dans la plaine de la Donchamp, beaucoup de fortes redoutes surmontées de fortes pièces de 24. Toutes ces forteresses forment ainsi un cercle autour de la ville qui se trouve au milieu. Entre les forts sont les routes de Boulay, de Sarreguemines, de Strasbourg et le chemin de fer qui vient de Paris et va jusqu'à Forbach, dernière gare française et traverse la droite de la ville. Pendant le blocus, tous les beaux édifices, arbres et jardins qui se trouvaient en dehors de la ville furent rasés et les arbres coupés et les belles vignes défoncées et converties en larges tranchées. Les belles fermes des environs des forts furent brûlées ou démolies par les troupes à 4 km de la ville. Le village de Peltre fut brûlé par les Prussiens le 29 septembre 1870. Prix des vivres à Metz durant le siège. Le pain, 1 franc 60 centimes le kilo. Le vin, 1 franc 65 centimes le litre. Eau-de-vie, 3 ou 5 francs la bouteille. Viande de bœuf, 4 à 6 francs la livre. Mouton, 8 à 10 francs le kilo. Lard ou cochon, 10, 15, 20 francs le kilo. Poule, poulet, de 7 à 9 francs. Douzaine de 20 francs. Viande de cheval. 2 à 4 francs le kilo. Sel, 18 francs le kilo. Riz, 1 franc la livre. Blé cru, 60 centimes le demi-kilo. Pommes de terre, 40 francs les 50 kilos. En ce moment dans les rangs prussiens me permit de faire avancer la division Picard des grenadiers de la garde qui se porteront en avant sous les ordres mêmes du général Bourbacchi, et la division Levasseur d'Orval Vergès et Bataille, et prenant position de chaque côté du village de Rezonville pendant qu'une brigade de la division d'Herval du 6e corps venait l'appuyer à gauche, sur les crêtes des villages Vionville. En même temps la division Tilligy des voltigeurs de la garde recevait ordre de se porter en face du bois des Oignons, et de les faire occuper par l'ordre de son bataillon de chasseurs et d'observer les débouchés par où les Prussiens pourraient tenter de mettre les pieds sur le plateau de Gravelotte.
La bataille a fini à 8 heures du soir par de nombreux coups de canon, et par l'envoi de bombes sur les dernières lignes de réserve aussi loin qu'ils pouvaient. Le 10 mars 1871 au camp des Baraques près de Königsberg. Lettre adressée au ministre de la Guerre. Le ministre de la Guerre a reçu d'un sous-officier le rapport suivant. J'ai l'honneur de vous adresser un rapport sur les souffrances endurées par nos troupes prisonnières, après la honteuse capitulation de Metz, le 29 octobre. Les documents nous ont été fournis par le maréchal de logis du Génie, qui a partagé pendant des jours le sort du 4e corps d'armée. Il est parvenu à s'échapper le 9, et m'a fait hier le rapport suivant des tortures qui attendaient nos soldats. Le 4e corps fut conduit dans la soirée du 29 jusqu'au village de Saint-Privat. Là, on les disposa dans leur camp en colonne, par peloton de 100 hommes, 2 files de sentinelles, la baïonnette au canon lardait la colonne. On commença la distribution des vivres à 9 heures du soir par la tête de la colonne, mais l'heure avancée l'a fait suspendre et plus des 2/3 ne reçurent rien. Nos soldats restèrent toute la nuit les pieds dans la boue jusqu'à la cheville. Comment camper sur un pareil terrain? Quelques-uns épuisés de fatigue, gelés par la pluie, se couchèrent dans la boue et furent trouvés morts le lendemain au réveil. Le Génie évaluait à 20 morts, pour 1000 hommes, ce qui donnera un total de 400 pour le corps d'armée. Nos troupes passèrent la journée du 30 dans la même position. Les sentinelles ne les laissèrent pas sortir de leur ligne pour aller à l'eau. Torturés par la soif, ils durent boire l'eau dans laquelle ils avaient piétiné la veille. Leur situation était devenue intolérable. Le soir, les champs n'étaient plus qu'une vaste marée dans laquelle ils enfoncèrent. Bientôt beaucoup, tombant de fatigue, essayèrent de se coucher sur leur toile de tente étendue à terre, mais elles faisaient l'effet de filtre et au bout d'un instant elles étaient enfoncées en cuvette où les hommes étaient plongés. Ils durent passer la nuit dans cette position. Le lendemain, plus grand nombre de morts que la veille, presque tous furent pris d'une dysenterie atroce. Dans cet état d'épuisement, les prisonniers devaient partir à midi sans avoir mangé. Beaucoup avaient laissé leurs souliers dans la boue et marchaient pieds nus. Plusieurs succombèrent en route. La colonne a traversé la plaine de la Donchamp. Cette plaine coupée par un ruisseau que les hommes traversent en ayant de l'eau jusqu'au ventre. Ils restèrent le 1er et le 2 devant Mézières. Presque tous ayant laissé leur tente dans la boue de Saint-Privat passèrent 2 nuits comme les précédentes, et chaque matin on pouvait compter les morts de la nuit précédente. Le 4e corps voyage aussi autour de Metz jusqu'au séjour de son arrivée à Boulay, à 25 km de Metz. Ils marchèrent presque toujours dans les champs et campèrent dans les camps des Prussiens avant la capitulation. On ne pouvait pas trouver un terrain plus sale pour faire passer la nuit à nos hommes. La colonne était conduite chaque fois par un détachement nouveau. Depuis la plaine du Boulay, on dirigea nos soldats sur la ville de Zarlouis et le Génie parvint à s'échapper à la frontière. Il évalua à 3000 le nombre des morts du 4e corps d'armée pendant les 10 jours de marche. Combien ont encore succombé, depuis ce séjour de fatigue, ont été privés de vie par la dysenterie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.